Aux États-Unis, les manifestations contre les violences policières et le racisme se poursuivent depuis la mort de George Floyd. En France, un mouvement pour la reconnaissance des crimes policiers et contre les techniques d'interpellation meurtrière s'organise autour des comités de justice des familles des victimes, celles de Cédric Chouviat, de Steve Maya Canisso, d'Adama Traoré, Lamine Dieng, Mohamed Gabsi, Shaoyao Liu, Wissam El Yamni, Ziad Ebouna, autant de noms dans une liste incomplète des morts après intervention policière. Des deux côtés de l'Atlantique, le mouvement atteint une ampleur parfois jamais égalée dans les mobilisations contre les violences policières. Mais peut-on comparer les événements français et américains ? Aux États-Unis, une campagne, Defund the Police, pour la réduction des budgets de la police, s'amplifie. Certains manifestants exigent même l'abolition de la police. En France, les revendications demandent plutôt la fin des techniques d'interpellation meurtrières ou éventuellement le désarmement des policiers. Pour en parler, je suis avec Gwenola Ricordo, spécialiste en justice criminelle à la California State University à Chico. Bonjour Gwenola. Bonjour. Alors, du coup, toi tu es française, tu vis aux États-Unis, tu observes les événements qui sont actuellement en cours. Aujourd'hui, l'une des revendications phares, majeures, c'est Defund the Police. C'est-à-dire couper les fonds de la police. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement de quoi il s'agit ? Alors, c'est une revendication qui, en effet, a beaucoup retenu l'attention des médias ces dernières semaines, qui peut sembler assez neuve dans le champ politique. Pourtant, elle s'inscrit dans un mouvement abolitionniste déjà ancien, abolitionniste du système pénal, et puis plus précisément de l'abolition de la police. Ce type de revendication, qui porte spécifiquement sur la définanciarisation, le fait de couper les financements à la police, ça s'est surtout développé à partir de 2014, donc dans le sillage de Black Lives Matter, et donc a pour objet de cesser de financer la police. Alors, en fait, ce mot d'ordre, cette revendication, ça peut s'entendre à deux niveaux. Ça peut s'entendre d'abord à un niveau relativement minimaliste, voire réformiste, qui consiste à vouloir changer la tendance lourde, une tendance qui existe depuis les années 70-80, d'un moindre financement de la sphère du social, de l'État social au sens large, la protection sociale, l'éducation, le secteur de la santé, et puis à l'inverse, une explosion des budgets qui sont liés à la sécurité, au système pénal, aux prisons et puis à la police. Et donc, une partie des mouvements qui s'appuient sur cette revendication de Defund veulent inverser cette tendance et donc changer les équilibres budgétaires. Mais ça peut aussi s'entendre de façon beaucoup plus radicale dans un objectif d'abolition de la police et donc cette idée de cesser de financer la police est vue comme une étape vers l'abolition. Et donc, c'est une revendication qui, dans les mouvements abolitionnistes du système pénal, ont d'autres équivalents comme l'arrêt de construction de nouvelles prisons, le fait de cesser tous les liens économiques avec le secteur carcéral, par exemple, les sociétés type Bouygues ou Sodexo qui sont partie prenante à la fois de la construction de prisons, mais aussi de la gestion de prisons. Mais donc, du coup, ça signifie qu'il y a une partie du mouvement américain qui considère que réformer la police ne suffit pas. Est-ce que c'est pas juste un problème aussi de formation ou de recrutement ? Parce qu'on entend beaucoup en France dire que le problème, c'est aussi un manque de diversité dans les effectifs de police. Alors, effectivement, aux États-Unis, actuellement, il y a des discussions à la fois tactiques, des courants extrêmement divers qui s'expriment, ce qui fait aussi la richesse de ce qui est en train de se passer actuellement. Mais pour revenir à ta question sur la réforme et la raison de l'émergence, en tout cas d'une revendication beaucoup plus forte en termes abolitionnistes aujourd'hui, ça arrive à un moment donné où le constat que les réformes ne fonctionnent pas est de plus en plus partagé. Alors, ce que tu évoquais, d'avoir un recrutement plus divers des forces de police, d'avoir une meilleure formation, notamment alors aux États-Unis, ce qui existe beaucoup, c'est la formation au biais implicite raciste, c'est l'expression qui est utilisée, les formations aux techniques de désescalade, c'est-à-dire aux techniques alternatives à l'usage de la force, mais aussi des réformes de type
de port de caméras embarquées par les policiers. Toutes ces réformes-là, en fait, n'ont pas contribué à faire baisser le taux de crimes policiers. Et donc, le meilleur exemple est celui de la police de Minneapolis, qui était citée comme une police exemplaire de ce point de vue-là, qui avait mis en place toutes ces réformes. Et c'est bien à Minneapolis qu'il y a eu ce crime policier dont George Floyd a été victime. Et donc, il y a un constat qui est de plus en plus largement partagé, que ces propositions réformistes ne fonctionnent pas. Et puis, dans le même temps, il y a aussi une réflexion plus large, plus radicale, qui est menée par un certain nombre d'organisations, de militants, de militantes, une réflexion qui n'est pas nouvelle, qui s'inscrit depuis longtemps dans les courants et les mouvements abolitionnistes, qui disent qu'on ne peut pas imaginer une société capitaliste, une société raciste, sans une police qui soit elle-même raciste, qui cible les populations les plus pauvres, les quartiers populaires, les minorités ethniques issues de l'immigration, etc. Et que donc, si on veut s'attaquer à ce qui fait structure dans notre société, on doit s'attaquer à son institution, à une de ses institutions, à son bras armé qui est la police. Parce que là, tu mentionnes directement le biais raciste, mais ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, le racisme structure la police, en fait. Le problème, il est structurel. Alors, oui, on parle de problèmes structurels du racisme dans la police, parce que, on peut répondre à ça de diverses manières. Tu évoquais tout à l'heure la question du recrutement de policiers qui seraient à l'image des populations des quartiers dans lesquels ils sont déployés. Donc, en clair, d'avoir davantage de policiers issus des minorités. Or, les travaux sur les effets de ce type de recrutement nous disent que ces policiers issus des minorités n'agissent pas différemment du reste des policiers. C'est quelque chose que l'on sait dans le plus vaste champ des études de la criminologie, par exemple, sur les juges issus des minorités, qui ont des façons de juger qui ne sont pas différentes des juges blancs, et qui sont même parfois plus sévères à l'égard des personnes issues des minorités ou des mêmes groupes ethniques qu'eux. Donc, la question de la diversité, quand on évoque le caractère structurel du racisme dans la police, on peut voir ça au moins deux niveaux. Le premier niveau étant celui des policiers, et ça évoque plus largement ce préjugé qu'il y aurait de bons et de mauvais policiers, des policiers racistes et des policiers qui ne seraient pas racistes. Or, cette question, elle est souvent liée, que ce soit en France ou aux États-Unis, à la question du recrutement des policiers, et en particulier du recrutement de policiers qui seraient issus des minorités ethniques et qui donc auraient un certain nombre de liens, en tout cas de proximité avec les groupes avec lesquels ils vont être confrontés dans leur travail policier. Or, ce que l'on voit, c'est que quelles que soient les origines ethniques des policiers, leur travail policier est relativement similaire, qu'en gros, les policiers issus des minorités ethniques n'ont pas une façon différente de faire leur travail. C'est une observation qui n'est pas surprenante pour la criminologie, puisque c'est quelque chose qu'on observe dans d'autres institutions du système pénal. Je pense en particulier à la question des juges. Il y a des travaux sur les manières de juger des juges selon leurs origines ethniques. Et ce qu'on voit, c'est que les juges prennent le même type de décisions, et donc des décisions défavorables aux personnes issues des minorités ethniques, qu'ils soient blancs, noirs, latinos. Alors aux États-Unis, c'est les grandes catégories que l'on mobilise. Et ce que l'on voit même, c'est que certains juges noirs ont tendance à être plus sévères à l'égard des justiciables noirs. Donc ça, c'était le premier aspect de la réponse à ta question sur le racisme structurel dans la police. La diversité dans la police, pour reprendre cette expression de la diversité, ne fonctionnerait pas. Et puis, deuxième aspect de la réponse que l'on peut faire à cette question, c'est celle
pour reprendre une expression de sociologue, c'est celle de la socialisation des policiers à l'institution policière. Et donc, c'est en continuité avec ce que je disais dans le premier point. Ce que l'on voit, c'est que la police recrute certes certaines personnes qui sont racistes, mais surtout elle transforme des individus au niveau de leurs préjugés, de leurs représentations, de leurs valeurs. C'est ce qu'on appelle donc la socialisation en termes sociologiques. C'est le fait de, lorsqu'on appartient à une institution, d'en reproduire, de faire sienne certaines valeurs. Et donc, ce que l'on observe, c'est que les policiers, après un certain temps passé dans l'institution, vont reproduire ces biais, ces choix, par exemple, très concrètement, de contrôler tel ou tel individu sur des bases racistes. C'est-à-dire, en fait, pour bien comprendre, finalement, le problème, c'est que le policier fait partie d'un groupe. Et il ne s'agit pas donc de savoir s'il y a de bons ou de mauvais policiers, si le policier est gentil ou non, mais qui fait partie d'une institution. Et c'est l'institution, c'est elle qui pose problème, finalement. Exactement. Et c'est l'un des points de désaccord, en tout cas, une des contradictions qui existent aujourd'hui au sein des mouvements aux États-Unis, c'est qu'il y a une partie de ceux-ci qui continue à penser qu'on peut réformer la police en recrutant de meilleurs policiers, en faisant de meilleures personnes, en évitant qu'ils deviennent racistes. Et puis, toute une autre partie du mouvement qui est donc foncièrement abolitionniste, qui dit il faut arrêter de personnaliser la question des violences policières. Il faut s'attaquer à l'institution en tant que telle. L'institution prison fait partie du système pénal. On sait que le système pénal, il n'est pas destiné à n'importe qui, il est destiné aux populations pauvres, aux minorités ethniques, et que donc la police, qui est en début de chaîne de ce système pénal, c'est elle qui procède aux arrestations, au contrôle d'identité, etc., donc qui détermine en partie qui sont les personnes qui vont être condamnés, incarcérés. C'est cette institution-là qui, en s'inscrivant dans un État raciste, capitaliste, qui donc punit les pauvres, les minorités ethniques, fait ce travail-là sur le terrain, et que la question, elle n'est pas de celle des individus qui prennent de bonnes ou de mauvaises décisions. Et cet enjeu, qui est de mettre la focale soit sur les individus, soit sur l'institution, elle se lie dans le type de revendications et le type de tactiques qui sont aujourd'hui discutées, notamment parce que on a d'un côté des mouvements, des organisations qui s'attaquent à l'impunité des policiers, donc qui veulent que les policiers soient responsables individuellement, donc responsables d'un usage inapproprié de la force, par exemple, ou qui soient condamnés pour un crime, pour un assassinat. Et puis de l'autre côté, les mouvements abolitionnistes qui disent mais tout cela est une perte de temps. Alors évidemment, il y a la reconnaissance qui est nécessaire du besoin de justice des victimes de crimes d'État, mais en même temps, si on continue à se focaliser sur l'impunité de certains policiers, on ne remet pas en cause l'institution policière, et on continue à perpétuer cette idée qu'on pourrait attendre de l'État, de cet État qui est foncièrement raciste, dont l'objet est de punir les pauvres. On pourrait en attendre une certaine justice qui, pour les abolitionnistes, ne peut pas avoir lieu au sein du système pénal. Alors, en France, on a en ce moment aussi un mouvement avec le comité Adama et plusieurs comités des familles victimes des violences policières. Ce qui distingue le mouvement américain de celui qui se déroule actuellement en France, est-ce que finalement c'est l'absence en France de ce caractère abolitionniste dans ces comités, du moins pas comme aux États-Unis où il a peut-être une ampleur plus importante? Est-ce que finalement c'est si différent entre les États-Unis et la France, ou est-ce que les problématiques se recoupent? Alors, c'est sûr qu'en termes de revendications et de propositions tactiques, aujourd'hui en France, on n'a pas, clairement comme aux États-Unis,
une proposition abolitionniste, des mouvements qui se revendiquent de l'abolitionnisme pénal et de l'abolition de la police en particulier. Tout cela est assez naissant et en discussion, à mon avis. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, on a un mouvement de l'abolitionnisme pénal qui est quand même arrivé à une certaine maturité avec plusieurs décennies de travail militant, et que la question plus spécifique de l'abolition de la police est quand même beaucoup plus récent. Ça date environ de 2014, dans le sillage de Black Lives Matter, de sorte d'évolution dans les revendications au sein des mouvements contre les violences policières. Et donc, cette distinction qui s'est faite de plus en plus et qui est maintenant assez claire entre, d'un côté, ceux et celles qui se revendiquent de la lutte contre les violences policières et de l'autre, la lutte pour l'abolition de la police. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ça est assez naissant, est encore beaucoup en discussion en France, mais je ne vois pas de raison en fait que tout cela ne se formule pas plus clairement dans l'avenir. C'est-à-dire que les revendications abolitionnistes auront plus d'écho dans les années à venir en France également? Alors, évidemment, c'est toujours un petit peu difficile de faire des paris sur l'avenir, mais on sait que les réformes ne fonctionnent pas. Et c'est cela qui a convaincu, je pense, le plus de personnes à l'abolitionnisme pénal aux États-Unis. C'est-à-dire que face à l'incarcération de masse et ces réformes toujours promises pour améliorer la prison, etc., ça a été le meilleur moyen de convaincre les gens à l'abolitionnisme pénal. Et donc je pense que le fait qu'en France aujourd'hui, il y ait un approfondissement des mouvements contre les violences policières, je ne vois pas de raison pour lesquelles il n'y aurait pas une émergence de ce questionnement sur l'abolition de la police. On peut comparer les polices françaises et américaines ? Alors, c'est vrai que souvent, en tout cas en France, on renvoie souvent les propositions abolitionnistes et les échos qu'on a des mouvements contre les violences policières aux États-Unis à l'idée qu'il serait impossible de comparer la police états-unienne et la police française. Alors évidemment, il y a énormément de différences, à commencer par le niveau des crimes policiers. Alors là, les statistiques sont un petit peu difficiles à comparer parce que les manières de compter ne sont pas les mêmes. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'aux États-Unis, pour 10 millions d'habitants, chaque année, la police tue une trentaine de personnes. Ce qui est sans commune mesure avec les autres pays occidentaux. En Europe, on est plutôt à 0,5 ou 1 ou 2 personnes tuées par an pour 10 millions d'habitants. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui sont tuées par la police. Là, je parlais des personnes qui sont tuées par la police par arme à feu. Donc c'est une partie des violences policières, parce qu'il faut aussi inclure les personnes qui meurent en garde à vue, et puis beaucoup d'autres formes de violences policières, des formes de harcèlement au quotidien pour de nombreuses personnes issues des quartiers populaires. Donc premier aspect de la réponse, c'est de dire non, il y a des différences de nature en termes de violences policières, et la police états-unienne est beaucoup plus violente que la police française et que, en général, les polices en Europe. Par contre, lorsqu'on regarde la nature du travail policier et qui est la cible de ce travail policier, là, on est dans des fortes similitudes. On en revient à ce qu'on évoquait précédemment sur le système pénal, qui est la cible du travail policier, de la même manière que qui est la cible du système pénal. Ce sont pour l'essentiel des hommes jeunes, issus des milieux populaires, issus des minorités ethniques, de l'immigration, de l'histoire coloniale. Mais quand même, cette question de l'abolition, elle interroge, parce que comment peut-elle vraiment régler le problème ? On peut se demander, ne risque-t-il pas d'y avoir une hausse de la criminalité s'il y a une baisse des effectifs ? Comment on peut se passer réellement de la police ? Les analyses abolitionnistes partent d'abord d'un questionnement de cette catégorie de criminalité. La catégorie criminalité renvoie à ce que définit le droit pénal comme étant un crime. Les crimes ne portant pas forcément atteinte à la vie sociale. Des exemples simples, l'usage de produits stupéfiants, le travail du sexe,
sont des faits qui sont criminalisés dans beaucoup de pays et qui sont donc appelés crimes, mais qui pourtant ne portent pas atteinte à la vie sociale. Donc les abolitionnistes ne disent pas on va se défendre nous-mêmes, ou chacun va se défendre, ou on va mettre en place des milices privées ou des volontaires qui maintiendront l'ordre. Le projet est plutôt de remettre en cause cette catégorie de criminalité pour parler de la sécurité à l'échelle des communautés et des individus. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Alors, il ne s'agit pas de nier que des faits graves sont parfois commis, hein, que des torts, des préjudices, c'est souvent ce vocabulaire qui est utilisé. Les propositions abolitionnistes ne disent pas qu'il faut que chacun assure sa sécurité ou s'en remettre à des groupes privés ou à des groupes de volontaires qui seraient chargés du maintien de l'ordre. Il s'agit plutôt de réfléchir collectivement à ce que veut dire la sécurité. Ce que veut dire la sécurité, ce qui d'ailleurs peut être différent d'un individu à un autre, alors que ce qui est pensé aujourd'hui avec le maintien de l'ordre et avec la police, c'est une vision de l'État, c'est pas une vision qui est au niveau des individus et de leurs réels besoins de sécurité. Donc l'idée, c'est pas de nier les besoins de sécurité. C'est souvent ce qui est reproché à ceux et celles qui connaissent mal l'abolitionnisme, qui imaginent une sorte d'apocalypse où ce serait le chacun pour soi. Les abolitionnistes disent au contraire, il faut construire des communautés fortes, des communautés qui construisent les moyens de se passer de la police. Et donc c'est aussi pour cela que l'abolitionnisme et les propositions abolitionnistes sont des propositions à long terme de construction d'une société qui n'aurait plus besoin de la police et du système pénal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire construire des communautés qui sont plus fortes? C'est évidemment la question de l'éducation, mais c'est aussi la question du lien social, des façons de s'entraider, d'être attentifs les uns aux autres et de prendre en charge collectivement la sécurité. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la société capitaliste est basée sur des formes de division du travail et d'expertise. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui vous êtes témoin de faits graves, ou en tout cas de faits pour lesquels vous pouvez vous soucier de la sécurité, du bien-être d'une personne, il est beaucoup plus facile d'appeler la police, d'appeler un numéro vert de prise en charge des violences contre les enfants, etc. Ça vous prend assez peu de temps. Les abolitionnistes disent il faut arrêter cette délégation, il faut arrêter cette expertise qui est le propre de certains individus qui savent comment prendre en charge les victimes, qui savent comment agir dans des situations de violence. Il faut au contraire que ce savoir soit un savoir collectif et que donc individuellement on s'engage dans des formes qui permettent de ne pas avoir à déléguer par moment nos problèmes et en particulier les problèmes de sécurité. Alors le mouvement aux États-Unis prend des formes différentes, notamment à Seattle où tu t'es rendu. Il y a ce qu'on appelle la Chaz, la zone autonome de Capitol Hill, au centre-ville de Seattle. Alors c'est un lieu autour du commissariat où les policiers sont partis et tout le quartier en fait a été investi par les militants qui aujourd'hui en ont fait une zone totalement autogérée. Alors comment ça s'inscrit dans ce mouvement? Alors la Chaz est née le 8 juin après des semaines de mobilisation, de manifestations à Seattle qui donc avait comme lieu de fixation ce commissariat qui a finalement été abandonné par les policiers. Et donc suite à ça, il y a environ 6 blocs, donc 6 pâtés de maison qui se sont transformés en une immense zone à la fois de lutte collective, des lieux de vie, puisque plusieurs centaines de personnes campaient à cet endroit. Et donc c'était à la fois un mélange entre ce qu'on pourrait voir comme un lieu alternatif de culture, lieu de prise de parole, lieu de gratuité, de nourriture gratuite, de possibilité d'accéder à un certain nombre de produits de première nécessité, et puis un lieu d'organisation stratégique avec des grandes assemblées générales très régulières, et puis un certain nombre de mobilisations, de manifestations organisées dans ce lieu.
Et ça, du coup, ce commissariat, il est devenu en fait un sanctuaire, c'est ça, en hommage aux personnes noires et natives américaines victimes de la violence policière. Et la zone exclut totalement, le quartier exclut totalement la présence policière. Oui, alors il y a ce commissariat qui est assez emblématique de cette occupation, puisque effectivement il est vide, et donc il a été recouvert par énormément de photos, de banderoles, de posters. Il y a des bougies, les gens se recueillent, et donc beaucoup d'émotions et de souvenirs de toutes les personnes qui ont été tuées par la police. Effectivement, beaucoup d'Africains américains, aussi des personnes amérindiennes. Donc c'est assez émouvant parce que c'est assez rare dans l'histoire des mobilisations d'avoir une telle victoire. Et puis, en même temps, ces derniers jours ont été extrêmement compliqués avec de plus en plus des appels à quitter de la part des organisateurs la Chaz, le lieu initial, pour peut-être aller sur un autre lieu. Ces derniers jours, il y a eu un certain nombre d'événements assez dramatiques avec une fusillade et un enlèvement. Et donc la Chaz est un petit peu en train de vivre un moment critique. Oui, le principe était l'absence de police avec un accord plus ou moins tacite qui avait été passé avec la mairie de Seattle. L'absence de police ne veut pas dire qu'il y avait une absence de sécurité, même si les exemples dramatiques de ces derniers jours ne se plaident pas vraiment en faveur du mouvement. Mais en tout cas, moi, quand j'y étais, il y avait énormément de gens qui étaient présents pour s'assurer du bien-être des personnes, beaucoup de volontaires, de personnes formées aux techniques de désescalade, c'est-à-dire d'intervention dans des situations de violence. Un certain nombre de fonctionnements étaient établis. Après, on sait que ces occupations ont des limites, des difficultés, que c'est pas facile d'avoir un lieu aussi gigantesque avec des milliers de personnes dans une grande métropole nord-américaine. Ouais, c'est-à-dire que le lieu, il dérange. On a vu Donald Trump qui en a parlé, qui a dit qu'il fallait absolument faire évacuer. Il y a des menaces. Là, ça risque d'être imminent à la fin. Oui, alors les menaces de Donald Trump ne tombent pas par hasard. Il est dans une campagne extrêmement forte contre les Antifa, qu'il prend pour une organisation et qu'il veut mettre sur la liste des organisations terroristes. Donc il y a beaucoup d'attaques en ce moment sur les militants antifascistes, contre les personnes qui sont actives dans le mouvement Black Lives Matter. L'extrême droite américaine est extrêmement dynamique actuellement, a menacé la Chaz de multiples manières. La campagne présidentielle, évidemment, alimente ces haines et la rhétorique raciste et fasciste de Donald Trump, évidemment, est aujourd'hui extrêmement forte. C'est quand même incroyable d'avoir ce lieu où se construisent des solidarités. Enfin, on dit même, j'ai vu, il y a des potagers qui sont mis en place à la Chaz, il y a tout un tas d'initiatives diverses. Ça montre quand même un rapport de force qui est quand même plutôt très intéressant pour le mouvement populaire américain. C'est vrai, il y a un rapport de force qui est indéniable, qu'on voit à Seattle, mais qu'on voit aussi dans d'autres villes qui prennent des mesures pour réduire les activités policières, réduire les budgets de la police. C'est pas des cas anecdotiques, c'est quelque chose qui s'observe dans l'ensemble du pays. Il y a donc ce rapport de force sur le terrain, ces manifestations qui sont gigantesques. Et puis après, il y a des situations aussi locales. Seattle est une ville de gauche. Aujourd'hui, le Parti démocrate aussi est face à de grandes difficultés. La campagne de Joe Biden n'attire pas les foules. C'est un peu un choix par dépit, parce qu'il n'y a pas pour faire barrage à Trump. On voit qu'il y a une aile gauche qui se développe. On a vu même dans les rangs démocrates le slogan « Abolish ICE », donc
ICE, c'est l'équivalent de la PAF aux États-Unis, donc la police de l'air et des frontières, et donc qui est chargée de la répression des sans-papiers. Donc on voit que même au sein du Parti démocrate, il y a des contradictions, il y a ce besoin de rallier certaines parties des mouvements plus radicaux.